retrouver un peu de lumière. Voilà. Je dois dire que je ne suis ni professionnellement ni enseignant ni historien, mais bon, comme cette session a un caractère critique qui est même inscrit dans son titre, je me suis permis de commencer par une question de Nicolas Decuse. Je le cite juste par provocation à l'égard de certains de nos amis comme Sylvain Auroux. Voilà ce que dit... L'ignorance n'est pas d'or. Oui, c'est dans un de ses premiers... Oui, je vais m'échauffer. Ouais. Comment peut-on appréhender la vérité sinon par elle-même? S'il y avait d'abord celui qui apprend, ensuite ce qui est appris, nous pourrions apprendre. C'est dans le premier grand traité de Nicolas Decuse. Ma question, c'est comment se fait-il que la linguistique cognitive suppose de fait un espace de référence qui lui est indépendant, même si elle l'a intériorisé. Vous voyez, il y a eu toute une critique au milieu des années 80 à l'égard de la dénotation et dans le cognitivisme orthodoxe, disons la sémantique de la référence. Et c'est là-dessus que s'est édifiée la linguistique cognitive, disons de style californien, Lanacter, etc. Et je crois que ça, c'est une involution mentaliste de l'espace des états de choses, mais qu'elle n'en est pas sortie. Enfin, j'y viendrai. Hein. Alors, d'où l'idée dans l'introduction de distinguer entre un mentalisme psychologisant et individualisant avec la linguistique cognitive et ses thèmes phénoménologiques, et puis un mentalisme neurologisant et universalisant avec la sémantique cognitive orthodoxe. Alors, ma question, c'est pas simplement une question historique sur l'histoire de la récente de la linguistique cognitive. C'est une question sur l'existence et la possibilité d'une sémantique. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de sémantique. Ça a toujours été la logique de dire le vrai sur le sens. Et le mot sémantique apparaît en français en 1897, en traduction d'un mot allemand qui lui-même datait de 1830 à peu près. On a quand même quelques millénaires de grammaire. Comment se fait-il que la sémantique soit une discipline si récente? Il y a un obstacle épistémologique, et cet obstacle épistémologique, c'est la séparation entre le mot considéré comme quelque chose d'extérieur, ce que Aristote appelle la phonée, et puis la représentation qui, elle, est intérieure et qui, elle, est universelle et n'a rien à voir avec les différences des langues. Le péché originel en la matière, c'est le début du Péri-Arménéias, où Aristote dit, bon, ben voilà, il y a la phonée, ça varie avec les langues des peuplades, et puis il y a les pathémata, c'est-à-dire les représentations, ou plutôt affections de l'âme, qui, elles, sont les mêmes pour tout le monde. Donc on a des langues diverses, et on a une seule catégorie de représentation. Et cette dualité entre la diversité des langues et l'unicité du langage
c'est quelque chose qui a toujours empêché la création de sémantique particulière. On ne voit pas du tout pourquoi. Vous avez des syntaxes du tagalog, de l'ourdou, etc. Vous n'avez pas des sémantiques. Il faudrait 6000 sémantiques. Personne ne travaille là-dessus. Vous prenez un traité de sémantique, vous traduisez les exemples, ça passe toujours. Donc les sémantiques ont toujours été universelles parce que ça a toujours été des théories sur les représentations de l'esprit. Jusqu'à l'idéologie de Tracy, par exemple. C'est typiquement la queue de la comète de cette chose-là. C'est-à-dire, vous avez l'espace des signes, lui, il est à part, et puis il y a l'espace des représentations. Alors ça, c'est une première forme de dualisme, qui est très fort. Et puis, si vous revenez à ce début du période en Énéas, vous avez ensuite la deuxième relation, qui est la relation entre les pathemata, c'est-à-dire ces affections de l'âme, et puis les pragmata, que nous avons traduit par les choses. Pour Aristote, les pragmata, c'est les affaires humaines. Parce que les choses, c'est au sens, ce serait plus près du sens de la pragmatique que celui d'un inventaire du mobilier ontologique du monde, comme disent les collègues de la philosophie analytique. Alors, l'histoire majestueuse de ce triangle sémiotique phoné pathemata pragmata nous conduit jusqu'à nos jours. Ça a été très bien établi et étudié. Il y a eu des modifications internes. Il a fallu 8 siècles pour que Boès réécrive pathemata en conceptus. Mais si vous regardez ce qui se passe en intelligence artificielle, dans le web sémantique, etc., c'est toujours ça qui est à l'œuvre. À partir de The Meaning of Meaning 1923, où là, les auteurs se réfèrent, contredisent, si on peut dire, s'en prennent explicitement à Saussure 1916, pour dire non, ce qui compte, c'est qu'on a le mot qui s'appelle le symbole, d'où l'idée que la phonée a été remplacée par symbole, le conceptus par thought et les pragmata par referent. Et vous avez des auteurs au milieu des années 80 qui disent bon, c'est comme ça qu'on fait de la représentation des connaissances, c'est ça notre conception du sens en intelligence artificielle. Et c'est ça qui est valide. En 2012, j'ai entendu Tim Berners-Lee, qui est le responsable du web sémantique à l'échelon international. Il y avait donc le congrès mondial, financé par évidemment la marine américaine, enfin tout le monde était là. Et Berners-Lee dit voilà, on a maintenant 31 milliards de triplets RDF. Le triplet RDF, c'est A relation B. C'est-à-dire qu'on est en train de représenter l'ensemble de l'univers par ces propositions qui sont des propositions qui étaient la base de la syllogistique. Il ne faut pas trop le dire, mais c'est en fait ça. Donc, il y a un problème de carence en ce qui concerne la notion de connaissance même. Est-ce que ce sont des triplets, les connaissances? Et d'ailleurs, on dit la représentation des connaissances, et c'est basé là-dessus. Bon. Alors, moi, ma question, ça a été, disons, quand j'ai oui. Il faut désigner un volontaire pour la restitution de ce soir. Restitution, oui. Oui. Et, donc un volontaire qui serait en train de construire son réseau sémantique, oui. et à base de triplets.
et qui pourrait réciter ses triplets sous une forme condensée ce soir. Oui, ça s'appelle la représentation des connaissances. C'est-à-dire le crâne de Voltaire enfant. Vous voyez. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je crois qu'elle est passée au travers. Oui, c'est bien entendu. Oui, oui. J'ai l'impression que c'est les gens. Franchement, 2 personnes. Vous entendez derrière. Oui. Vous choisissez l'après-midi ou le matin, vous arrangez. Donc, tous les deux, Oui, 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 c'est ça. tous les deux, on fait la journée. Oui. C'est ça. Et on vous aide. Non, il faut des gens qui comprennent. C'est tout. Je trouve mauvais. Alors, pour revenir à notre problème, il y a un petit passage où Saussure se pose la question de ce qu'on pourrait appeler la critique du mot. Il dit il y a malheureusement pour la linguistique 3 manières de se représenter le mot. La première est de faire du mot un être existant complètement en dehors de nous. Et là, on retrouve ce qui sera certains auteurs de la philosophie analytique. Le mot est un objet physique comme un autre. Et ce qui peut être figuré, poursuit Saussure, par le mot couché dans le dictionnaire, au moins par l'écriture. Dans ce cas, le sens du mot devient un attribut, mais une chose distincte du mot. C'est cette séparation-là qui est, à mon avis, la base le résultat de ce dualisme traditionnel que je vais développer un petit peu bientôt. Et les deux choses sont dotées artificiellement d'une existence, par cela même à la fois indépendantes l'une de l'autre et indépendantes chacune de notre conception. Elles deviennent l'une et l'autre objectives et semblent en outre constituer 2 entités. Et cette image dictionnérique du langage, elle est partout répandue. Vous dites je fais de la sémantique, on vous dit c'est quoi le sens de ce mot, hein. Voir les occurrences du mot sémantique dans le discours de l'ex-président du Front National, par exemple. C'est une querelle sur le sens d'un mot qui lui... La deuxième, poursuit Saussure, est de supposer que le mot lui-même est indubitablement hors de nous, mais que son sens est en nous. C'est une deuxième forme de dualisme. Et qu'il y a une chose matérielle physique qui est le mot, et une chose immatérielle et spirituelle qui est son sens. Et ça, il n'en veut pas non plus. Alors, ça s'appuie sur une longue tradition. Le premier dédoublement, ça remontait au tête avec la distinction entre le langage intérieur, qui est le dialogue de l'âme avec elle-même, la dianoia, et puis le langage extérieur, qui est le logos, ce que nous entendons. Et Aristote, de même, a distingué le discours interne, il dit éso, et le discours externe, exo. Et cette distinction a été reprise par la plupart des courants philosophiques. Chez les stoïciens, il y a le logos et diatétos qui est intérieur, et le logos prophorikos qui est le langage extérieur. Si bien que c'était déjà un lieu commun à l'époque de Plutarque. Et on va retrouver ça comme évidence chez Fodor, Wierzbicka, etc. Alors c'est passé évidemment par des gens comme Occam, la lingua mentalis.
Finalement, cette idée que, en faisant une logique, comme l'idéologie de Tracy, ou du moins une théorie des représentations mentales appuyée sur une logique, on va rendre compte du sens des langues. C'est ce qu'il y a de plus banal chez Chomsky, la forme logique, par exemple. Ça a toujours été comme ça. Et il suffirait de rappeler là le Language of Thought de Fodor, 1975, la Lingua Mentalis de Wierzbicka, 1980, pour voir que ce thème est resté très présent. D'où l'idée que si on a une théorie des représentations mentales, quel que soit leur format, qu'ils soient formels ou des dynamiques dans un espace intérieur, on a une théorie du sens des langues. Enfin, des langues. On ne sait pas très bien du sens de quoi. Si c'est le sens de l'exemple en anglais, là-dessus, les cognitivistes sont discrets. C'est évidemment, ces formats sont universels, ils ne dépendent pas des grammaires. Et cette permanence de la division entre langage mental et langue supposée extérieure, ça doit sans doute beaucoup à l'alliance au sein du trivium entre la grammaire et la logique. La grammaire, on commençait par là, la logique, on continuait. L'herméneutique, c'était réservé aux docteurs, et la rhétorique, ça venait plus tard pour, disons, les lycéens avec un peu de galon. Et donc, à la grammaire d'étudier le langage extérieur et à la logique, ainsi nommée d'après le logos, mais en fait, d'étudier le langage intérieur. Délier des accidents des langues. C'est pourquoi, finalement, la logique, jusqu'au milieu 19e, où sa position a été contestée par la psychologie, a été le langage normal pour parler du sens des langues. Et ça allait demeurer d'une certaine manière, enfin, dans beaucoup de communautés. Alors, il y a évidemment des innovations. Il y a d'abord la grande innovation qui a été la théorie de la dénotation directe. C'est-à-dire, on supprime les représentations mentales, et c'est directement les symboles qui réfèrent à des choses. C'est ce que, par exemple, cette théorie, on la voit in petto dans Pourquoi les choses ont un sens de Dan Sperber, quand il écrit « Le sens du mot banane est une banane ». Il a été décoré de la médaille d'or du CNRS, vraisemblablement aussi pour ça. Alors, cette phrase est insondable, parce que la première occurrence de banane est en italique et la seconde en romain. Donc, par son énoncé même, elle suppose prouver la thèse qu'elle défend. C'est-à-dire que le mot banane en romain, ça désigne une chose. Le mot banane en italique, ça désigne une phonème. C'est insondable parce que il pourrait très bien s'agir d'une mèche outrageusement gominée et enroulée façon rock'n'roll, ou un petit sac porté ventralement, ou bien du verbe bananer, se faire bananer dans un jeu ou dans un sport, bon, etc. Donc, toutes ces conditions-là, qui seraient l'attribution la détermination d'un signe, l'identification du signe banane, savoir si c'est un nom, un verbe, ce que ça désigne, tout ça est éliminé par ce type de thème. Alors, finalement, le geste qu'on n'a jamais pardonné à Saussure, c'est de dire on ne veut pas de cette référence parce qu'on ne pourra jamais construire la moindre théorie du signe et la moindre sémantique. Pour lui, il n'y a pas de sémantique autonome, il ne peut pas y en avoir.
si on a besoin d'une théorie du monde extérieur ou intérieur, enfin une théorie d'autre chose. Il s'agit de constituer le domaine linguistique en champ d'objectivité autonome. Et ça, on n'y est pas encore arrivé du tout. Hein. Si on écoute ce qui se dit, par exemple, dans le domaine du web sémantique, vous avez des gens comme Berners-Lee qui dit, bon, ben, le problème de la référence, il est résolu. C'est l'adresse Internet de l'item. Hein. Donc, nous sommes tous des documents comme des autres, nous avons nos métadonnées, et notre référence, c'est notre adresse Internet. D'accord. Et, bon, il y a des logiciens comme Pat Hayes, qui a fait la sémantique du RDF, qui disent, mais non, alors, on ne peut pas faire ça. Et Berners-Lee répond, mais non, nous sommes des ingénieurs philosophiques. C'est-à-dire, ils sont en train de réécrire, de tenir lieu de l'ensemble de la philosophie en disant, nous sommes des ingénieurs, donc ce que nous disons, c'est la philosophie. Enfin, il y aurait un développement à faire sur la philosophie spontanée du web sémantique là-dessus. Alors, là, j'en suis toujours dans ma citation de Saussure, hein, quand il fait sa critique du mot, et il dit, la deuxième hypothèse, c'était la séparation entre le mot hors de nous et le sens en nous, et la troisième hypothèse est de comprendre que le mot, pas plus que son sens, n'existe hors de la conscience que nous en avons, et que nous voulons bien en prendre à chaque moment. Nous sommes très éloigné, commente-t-il, de vouloir faire ici de la métaphysique. C'est-à-dire, pour lui, le mot est le signe est constitué par l'interprétation. Et la question qui se pose, ce n'est pas du tout l'identification du signifiant, c'est celle de la sémiosis, ce qu'il appelle la sémiosis, ce qu'on peut appeler la sémiosis, c'est-à-dire de l'appariement entre signifié et signifiant. Sachant bien que, et ça c'est tout à fait vertigineux, pour lui c'est la même chose, hein, c'est-à-dire c'est une dualité, c'est-à-dire que c'est la même chose vue sous deux formes, deux points de vue différents. Il n'y a pas le sens d'un côté et l'expression de l'autre. C'est comme la synchronie et la diachronie. C'est quoi la synchronie? Ben, on va dire c'est de la diachronie pas trop large. C'est quoi la diachronie? Ben, c'est de la synchronie en différentes coupes, etc. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le mode de l'égalité du monde sémiotique qu'il est en train d'instaurer et qui est peut-être son type d'existence. C'est pour ça que des gens comme Ludwig Schlegel on dit, mais au fond, la théorie saussurienne, de ce point de vue-là, c'est une théorie herméneutique. Bon, ça passe par Humboldt, etc. C'est pas l'herméneutique façon Dilthey ou Heidegger, c'en est même le contraire. Et c'est pour ça que Saussure dit, nous sommes très éloignés de vouloir faire ici de la métaphysique. Parce que bien qu'on veuille faire de lui un épistémologue, c'est pas du tout ça qu'il est en train de faire. Hein. Lui, son problème, c'est plutôt la méthodologie. Alors, donc, le chantier, du point de vue de la critique du préjugé, est immense, hein, parce que on est devant la séparation entre l'empirique et le transcendant qui a été ensuite transposé entre la différence ontologique entre l'être et les étangs. Et donc, on ne cesse de faire des réseaux sémantiques, mais c'est des ontologies. Elles sont formées comment? Elles sont formées avec des genres suprêmes de l'être. Il y en a plusieurs. Mais, je veux dire, c'est 31 milliards de triplés RDS, hein, ils sont organisés comme ça. Cette séparation entre forme logique et phonologie a créé le statut, enfin,
a rendu nécessaire de conférer un statut providentiel à la syntaxe, qui était le seul moyen de... Vous voyez, ce que Chomsky appelle la centralité de la syntaxe. Elle est réellement centrale, parce que c'est le seul moyen pour lui de passer d'une forme logique à une forme phonologique. Le problème étant qu'il y a toutes sortes de formes d'appariement entre contenu et expression qui échappent à la syntaxe, du moins ce qu'on appelle traditionnellement la syntaxe, tout simplement pour des raisons de niveau d'analyse et de palier d'analyse. C'est quoi la sémiosis au niveau du texte? La question ne sera pas posée, puisqu'on en reste à l'univers douillet et confiné de la phrase. Si on voulait poser la question, on serait obligé de parler des genres, de tas de choses dont les linguistes ne veulent pas entendre parler, sauf en traitement automatique du langage, où la question se pose dramatiquement. Alors, par rapport à ce dispositif, la linguistique cognitive a été bien accueillie, disons, dans les milieux, y compris intelligence artificielle et milieux linguistiques, au milieu des années 80, quand il y a eu des contestations du paradigme, disons, cognitiviste orthodoxe, et notamment linguistique du chomskisme. Mais il n'est pas sûr que cette progression n'ait pas été une régression aussi. Bon, on s'est dit, on va non pas décrire des règles, mais on va décrire des opérations informelles. Et finalement, on a aggravé le dualisme en s'éloignant de l'expression. Dans les grammaires cognitives, il n'est jamais question du plan de l'expression. Très peu. Il s'agit pour l'essentiel d'une sémantique des mots grammaticaux qui sont censés représenter des catégories transcendantales de l'esprit, en fait. C'est toujours des grammaires, presque toujours. Et il y a très peu de choses sur le reste de la population, et notamment, bon, il y a très peu de sémantique. C'est une sémantique des grammaires, et il y a très peu de réflexion sur la sémantique des morphèmes. C'est très souvent, c'est le mot. Mais le mot, ça vient de la philosophie du langage, c'est pas une unité linguistique, c'est ça le problème. Alors, la différence, ça va être une différence de format. Si vous regardez Sowa, 1984, qui lui est plutôt dans le paradigme logico-grammatical, responsable de la recherche chez IBM, quand il dessine le chat est sur le paillasson ou sur la carpette, son chat a des rayures, des moustaches, c'est une icône de chat, mais bien détaillée. Tandis que Lanaker, en 1987, analyse la même phrase, le chat est sur la carpette, et il dessine une icône de chat, c'est-à-dire c'est rond, avec un gros corps rond, et un peu dans le style BD, les oreilles pointues, la queue, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de moustache. Voilà. Donc on a le chat extérieur, c'est sur les mêmes pages. On a le chat référentiel de Sowa et le chat intériorisé, phénoménologique, si on peut dire, de Lanaker. Et les règles sont remplacées par des flèches, enfin par des dynamiques sur un espace qui est un espace carré en fait. C'est l'espace de la conscience, en réalité. Le maths. Oui, c'est le maths, exactement. Et donc l'espace des états de choses se trouve intériorisé comme ça. Chez Dennett, ça devient la corbeille de la bourse. Vous voyez, il se pose la question du conflit entre les représentations mentales. Et en fait, il y a une vision un peu darwinienne de l'histoire des représentations. C'est finalement celles qui sont les plus agressives qui gagnent. C'est pas faux. Alors, ça a donné la théorie des mèmes. Enfin, ça va dans le même sens que la théorie des mèmes mais là, en diachronie, chez Sperber. C'est-à-dire...
qu'est-ce que la culture? C'est une transmission de mèmes. Hein. Et les mèmes, c'est les talents aiguilles, Marilyn Monroe, l'Homère et l'Odyssée. Enfin, les listes de mèmes sont très intéressantes. Hein. Ça veut dire que, en fait, c'est un discours d'accompagnement des industries de l'entertainment hein, qu'on est en train de nous resservir sous la forme d'une théorie de la culture. Alors, je reviens à ma question du dualisme qui n'est pas abandonné par la linguistique cognitive. Dans la mesure où elle est en train de d'écrire un espace intérieur qu'elle a elle-même conçu, elle perd son rapport aux sciences expérimentales et aux techniques. C'est ça qui est fascinant dans la linguistique cognitive, c'est qu'elle ne tient pas compte des sciences cognitives.